Et du coup, peut-être, de manière un peu arbitraire, Pauline, tu peux peut-être commencer par te présenter pour continuer dans Yes, les présentations de idées. pas de souci. Je viens de mettre ma caméra. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Pauline Aurélou. Je suis pharmacienne en recherche d'emploi depuis un petit moment dans le domaine de la solidarité internationale et je suis accessoirement, présidente d'Engagés et Déterminés et je donne la parole à Nicolas. Nicolas, je ne sais pas si tu parles, mais tu as ton micro, enfin tu es en mute. On n'entend pas. Sinon, je passe la parole à quelqu'un d'autre et puis on verra plus tard si Nicolas est parmi nous. Donc, Alix. Bonjour. Du coup, moi, je suis étudiante en deuxième année de médecine et je fais partie d'un projet de solidarité internationale qui agit au Togo pour distribuer des moustiquaires. Et voilà. Merci Et Alix. du coup, Tu peux passer la parole à quelqu'un, qui est dans le le prénom que je vois là, c'est Amandine. alors, Amandine, donc qui est une de nos intervenantes de ce soir, est en voiture, donc je ne sais pas si elle aura la Oui, possibilité. je suis en train de sortir de ma voiture et ben, je me présenterai quand ce sera à moi d'intervenir. Ouais. Bah, du coup, peut-être, Colline, si tu pouvais te présenter rapidement? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Du coup, moi, je suis Colline, je suis en quatrième année de pharmacie à Lyon. Je m'oriente dans la filière internat et là, cette année, je suis présidente de l'association Pharma Lyon Humanitaire. Voilà. Parfait. Bah, tu peux désigner quelqu'un ou quelqu'une pour se présenter. Andrea? Oui, bonsoir. Moi, c'est Andrea, donc je suis sage-femme de formation. Et là, j'ai repris des études en fait pour à l'IFED à Bordeaux pour être coordinateur de projet en solidarité internationale. Et en même temps, je fais un diplôme universitaire de santé publique. Voilà, pour allier après, enfin pour travailler du coup dans la promotion de la santé. Pardon, j'ai pas entendu le J'ai début. pas entendu la fin. Je suis lequel? Bah à partir d'où? Bah je sais pas À si vous partir m'entendez bien. de ta formation actuelle. Là, je suis à l'IFED, donc en fait, c'est pour être coordinateur de projet en solidarité internationale. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas qui n'a pas parlé. Louise. Bonsoir. Hop, pardon. Voilà. Moi, je suis dans la même association qu'Alix, donc le projet Togo, notre but, c'est récolter des fonds pour financer des moustiquaires. Et on est une association de 9 étudiants en médecine et en pharmacie. Du coup, là, on est 3-4, je crois, du projet à être là, mais c'est plus à titre personnel, parce que du coup, vu qu'on est des étudiants en santé, on trouvait ça super intéressant de venir voir la conférence. Donc, merci pour l'opportunité. De rien. Et le nom de votre association, je crois que vous l'avez pas dit, ni l'une ni l'autre. C'est Projet Togo, PEPS. Ah oui, ok. Ça marche. Oui, on a déjà fait quelques trucs avec des. Oui, oui, je vois. Ok, bah merci beaucoup. Tu peux passer le micro à qui tu veux. Du coup, Lisa, c'est encore une membre de notre projet. Ouais, salut à tous. Du coup, moi, c'est Lisa. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus que Alix et Louise. Voilà, on s'engage dans la solidarité internationale et on essaye de diversifier un peu. Donc, c'est vrai que c'est super d'avoir l'opportunité de faire ce genre de soirée aussi. Merci. Du coup, tu peux aussi désigner quelqu'un. Thomas, je sais pas s'il a parlé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, je suis en chargé de projet en solidarité internationale et développement durable à l'université de Bordeaux-Montaigne, donc en licence pro. Et moi, je suis plus dans la filière environnement.
mais tous les autres sujets de la solidarité internationale m'intéressent, donc c'est pour ça que j'assiste à la conférence ce soir. Ok, merci. Et la parole, je sais pas, je crois que Mathilde vient de se connecter. Oui, donc bonsoir tout le monde. Moi, je fais des études qui n'ont rien à voir avec la santé. Je suis en Master 1 à Sciences Po Bordeaux, donc dans un Master gestion des risques dans les pays du Sud. Mais j'aimerais bien, après, plus tard, être chargée de projet dans des missions plus sanitaires. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci Mathilde. Du coup, il y a Eva qui vient de se connecter et qui ne s'est pas présentée. Excusez-moi, je viens d'arriver, donc il faut se présenter, c'est ça? Ouais, juste rapidement, voilà, qui tu es. Je m'appelle Eva, je suis actuellement en master à l'université de Nanterre. Et c'est un métier qui conjugue un peu de l'international et tout ce qui est humanitaire, ONG, etc. Donc voilà. Merci Eva. Et je crois que Baptiste aussi ne s'est pas présenté, si je dis pas de bêtises. Oui, alors moi je suis aussi étudiant en 2e année de médecine et dans le projet Togo avec Alix, Louise et Lisa. Ok, merci Baptiste. Et il me semble que Louise ne s'est pas présentée non plus. Si, je me suis présentée. Ah pardon, autant pour moi. Du coup, je crois que tout le monde s'est présenté. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me contredire si c'est le cas. Et si tout le monde s'est présenté, on va pouvoir passer à la présentation de Claudine, qui nous a fait une présentation PowerPoint. Vas-y Claudine, je te laisse. Bon, alors je vais pouvoir... bonjour d'abord, donc je m'appelle Claudine et donc j'étais sage-femme et j'ai terminé ma carrière comme enseignante à l'école de sage-femme de Nantes. Sinon, bonjour à tous les Togolais, parce que moi, j'ai fait 3 missions au Togo et la dernière, c'était au mois de mars 2021. Je suis rentrée le 28 mars, là. Donc, effectivement, on pourra échanger sur le Togo, où vous allez, parce que moi, j'ai travaillé Togo maritime ou Togo plateau, mais je ne connais pas du tout le nord du Togo, par contre. Enfin, bref. Donc, dans mon parcours, pour faire bref, quand j'étais jeune sage-femme, j'ai travaillé 2 ans au Mali avec ce qui était l'ancêtre du service civique international, c'est-à-dire les volontaires du progrès, c'était dur à porter. Et après, voilà, j'ai fait ma carrière, mais depuis que je suis retraitée, j'ai fait de nombreuses missions avec donc une association qui s'appelle Gynécologie sans frontières, dont je vais vous parler. Donc, j'ai fait des missions pas mal en Afrique de l'Ouest, donc au Togo, au Burundi. Alors, le Burundi, ce n'est pas franchement l'Afrique de l'Ouest. Donc, Afrique, du côté des lacs, j'ai fait 3 missions au Burundi, au Togo, au Mali. J'ai été aussi à Madagascar, à Mayotte, enfin bref. Donc, je voulais vous parler surtout de Gynécologie sans frontières. Quelle est cette association? Alors, pourquoi GSF? C'est une association qui est née il y a plus de 25 ans et qui s'intéresse surtout aux violences faites aux femmes, mais depuis toujours. Donc, c'est une ONG qui est composée de professionnels de la périnatalité, donc préoccupés par la santé des femmes, soit en France, mais aussi à l'international. Et GSF regroupe 400 membres qui sont répartis en France et dans le monde. Donc, on fait à la fois des missions d'urgence et des missions de développement. Alors, les missions d'urgence, effectivement, vous retrouverez sur l'enregistrement où on en a fait. Les missions exploratoires, ce qu'on appelle missions exploratoires, c'est quand, justement, on va dans un pays pour voir quelles sont les demandes, les demandes du terrain et est-ce qu'il y a des besoins identifiés par les gens du terrain avec des demandes associées. Donc, les actions de GSF en France, mais comment je peux faire pour supprimer ça, par contre? Je sais bien ne plus voir. C'est pas grave. Excusez-moi. Je vais revenir. Donc, les actions de Gynécos sans frontières en France, on fait des colloques auprès des professionnels de santé sur les violences faites aux femmes.
On fait 2 fois par an une semaine de formation pour les gens qui souhaitent plus précisément partir en mission. Et donc là, c'est une formation effectivement globale sur ce que c'est qu'effectivement les activités de GSF en France et à l'étranger. Et donc, effectivement, nos actions de GSF en France, ça a été les actions Caminor, Camparis et Camifrance. Alors, Caminor, dont je vais vous parler un peu plus. Caminor, c'est un endroit, donc, c'était les missions auprès des camps de migrants du Nord-Pas-de-Calais. Pour moi, ça a été ce que j'ai connu de plus dur, je dirais, et de plus violent. C'est-à-dire que quand, donc là, je vais vous montrer comment c'était les camps de migrants au Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que quand on va faire des missions en Afrique, on prend l'avion, on s'attend forcément à des choses différentes, et on a même beaucoup de préjugés qu'il faudra démonter, mais voilà, on en a. Quand vous prenez le train bêtement pour aller à Calais, vous ne vous attendez pas à voir des choses aussi inimaginables que ce genre de camps qui étaient vraiment les camps de la honte et qui n'ont rien à voir avec des camps de réfugiés faits par exemple par l'HCR, qui est effectivement le Haut Comité des réfugiés, qui font des camps qui ressemblent à des camps. Là, c'était vraiment une déchetterie à ciel ouvert, c'était absolument terrible. Donc, ces camps, ils ont été démantelés en 2016. Bon, GSF a organisé à un moment donné des mises à l'abri des femmes et des enfants. Par contre, la mission Camparis, c'est autre chose. Alors, la mission Camparis, c'est la prise en charge des camps des migrants par Paris, mais en fait, le camp, il est à Ivry. Et c'est un camp, effectivement, qui recueille des femmes, et des femmes et des familles, et qui, lui, alors là, est parfaitement organisé. Alors, la mission Camparis, c'est beaucoup plus simple. C'est 2 après-midi par semaine de consultation. Alors que Caminor, j'y reviendrai éventuellement si ça vous intéresse, mais c'était vraiment une mission où on servait d'interface entre les camps de réfugiés et les structures hospitalières locales. Donc ça, c'est Camille. Donc maintenant, Camifrance et Camparis tentent de devenir… D'accord, je fais n'importe quoi, moi. Puisque tous les réfugiés ont été, effectivement, les camps ont été démantelés, les réfugiés ont été distribués dans la totalité du pays, dans ce qu'on appelle comme structure les CADA, c'est-à-dire des structures où on attend, où sont les demandeurs d'asile. Et donc, l'idée maintenant, c'est de faire des espèces de spots où effectivement, on peut prendre en charge dans toute la France, en fait, une prise en charge médico-psychosociale des femmes et des enfants exilés sur tout le territoire national. Donc là, c'est la plupart du temps des professionnels qui se disent « Moi, j'ai repéré, il y a un camp de migrants près de chez nous et j'aimerais effectivement participer à une prise en charge ». Ils explorent ce qui existe localement et effectivement, GSF assure un appui aux équipes qui veulent s'installer. Donc, les actions, par contre, de GSF à l'étranger, alors on fait soit des missions d'urgence, soit des missions de développement. Là, c'est pareil, on pourra reparler de ça, mais par exemple, il y a des ONG qui sont vraiment hyper compétentes en mission d'urgence. C'est effectivement, par exemple, que vous connaissez, Médecins sans frontières ou Médecins du monde, qui sont vraiment des structures, je dirais, les plus compétentes en matière de mission d'urgence. Nous, on fait vraiment GSF que ponctuellement des missions d'urgence, plus souvent des missions de développement. Donc, la mission d'urgence, vous réagissez à effectivement une urgence, qu'elle soit, par exemple, c'était Haïti, où ça a été à la demande du ministère des Affaires étrangères, les camps de réfugiés en Jordanie. Mais la spécialité, entre guillemets, de Gynécologie sans frontières, c'est plus de travailler sur des missions de développement. Donc, les missions d'urgence, ce qu'elles demandent, c'est d'abord effectivement de l'adaptation aux conditions locales. C'était tout aussi vrai dans les camps de migrants Nord-Pas-de-Calais que là, par exemple, à Haïti, ou effectivement dans le camp de Zaatari en Jordanie, où là, effectivement, des gynécos et des sages-femmes se sont relayés toutes les 3 semaines pendant, je pense que la mission sur Zaatari, ça a dû durer 13 ou 15 mois. Alors, l'adaptation aux conditions locales, évidemment. Alors, les missions de développement, alors là, ça va faire un peu, je ne voudrais surtout pas faire donneuse de leçons, mais ce serait pour…
faire passer des messages, parce que ça me paraît important de dire que quand on va faire des missions de développement, il faut accompagner sans se substituer. On ne vient pas là pour faire à la place des gens, on vient pour accompagner. Et respecter effectivement quelques règles d'éthique. Alors, c'est quoi les règles d'éthique? Pour la plupart, vous avez vu ça dans votre formation, hein, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice. Ça paraît très théorique, mais je vais vous montrer que ça peut avoir des conséquences très pratiques. Mandela, alors on ne sait pas, c'est tantôt attribué à Mandela, tantôt attribué à Gandhi, qui dit tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Ben, d'accord. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut effectivement marteler. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on fait beaucoup à la place des gens sans leur demander. Alors là, l'exemple type est catastrophique, mais il y en a, ça arrive. Donc ça, c'était Gonaïves. Gonaïves, c'est en Haïti et c'était en 2013. Il y avait un hôpital qui était effectivement en très mauvais état, mais qui était très fréquenté. Et donc, eh ben voilà, les Canadiens, alors c'est les Canadiens, mais ça aurait pu aussi bien être des Français, hein, les Canadiens ont fait en 2015 un hôpital tout neuf, dont vous pourrez admirer effectivement qu'il est parfait, sauf qu'il n'y a pas un chat dedans. Et effectivement, il n'y a jamais un patient qui s'est présenté à l'hôpital des Gonaïves. Et pourquoi? C'est-à-dire que quand on dit tout ce qui est fait pour moi, sans moi et fait contre moi, là, c'est la caricature. Les Haïtiens disent que cet hôpital est construit sur un cimetière vaudou et qu'il est hors de question qu'ils y mettent les pieds. Donc, ça veut dire qu'on a construit un hôpital tout neuf sans à aucun moment solliciter les locaux qui étaient censés utiliser ces structures pour savoir si effectivement c'était pertinent. Là, j'en profite pour vous dire, alors là, puisque c'est enregistré, il y a un documentaire qu'il faut à tout prix voir qui s'appelle « Assistance mortelle » de Raoul Peck, qui est un documentaire qui est toujours visible sur Arte, hein, en VOD. Et donc, effectivement, c'est un Haïtien qui effectivement raconte toutes les horreurs qui ont pu être faites en Haïti après le tremblement de terre. Au nom de l'aide humanitaire, il a vraiment été fait. Je pense que c'est la caricature de toutes les bêtises qu'on peut faire. Elles ont été faites en Haïti. Hein, ça. Le principe, c'est qu'il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il bien le faire. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce que, par exemple, eh ben voilà, le problème, même si ça peut paraître choquant, comme je dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions, je sais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont donner du matériel sans qu'on ait demandé aux gens, aux locaux, s'ils ont besoin de ce matériel. Or là, c'est quelques photos prises en Afrique, mais je pourrais vous en montrer de très nombreuses. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on va dans des structures, on trouve comme ça des lieux de stock, de matériel qui a été donné. Les gens ne les ont même pas ouverts, ils ne savent même pas quelquefois, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a dedans. Vous trouvez à la fois du matériel qui serait utilisable, mais aussi des choses qui sont totalement sans intérêt pour les locaux. Donc ça, il faut toujours se poser la question, quand on va donner du matériel, est-ce que les gens vous ont demandé ce matériel et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'effectivement, pour se rappeler que, puisqu'on parle, il y en a qui parlent tout à l'heure, qui travaillent dans le développement durable, mais je pense qu'il y a vraiment un message fort que je voudrais faire passer, c'est que l'Afrique n'est pas notre poubelle. Si on propose du matériel à un médecin d'un hôpital ou d'un pays ou à quiconque, jamais les gens vous le diront non. Mais il faut vraiment attendre que les gens expriment un besoin avant d'aller inonder, parce que quelquefois c'est ça, hein, d'aller inonder de matériel inutilisable ou inutilisé. Par exemple, il ne faut pas, quand on dit aussi, il ne faut pas créer le besoin. L'autre truc typique, c'est quand vous apportez du matériel qui après a besoin de consommables. Alors là, c'est pareil, vous pouvez trouver des appareils à écho tout neufs qui n'ont jamais été utilisés parce que, bah oui, ils auraient bien aimé avoir du papier, ils n'ont pas le papier, bah donc effectivement, ou parce qu'il n'y a pas les consommables, ou parce que beaucoup plus souvent, il n'y a personne pour réparer le matériel. Donc, il ne s'agit pas simplement de donner du matériel, mais si on donne du matériel, est-ce que derrière, il y a de la maintenance possible, oui ou non?
Et s'il n'y a pas de maintenance possible, essayer de voir s'il y a des possibilités. Mais vraiment, ça, on fait vraiment, on a tous fait ces erreurs et on continue à faire des erreurs. Quand on dit aussi il ne faut pas déstabiliser, ah, pardon, je reviens, décidément, j'ai des problèmes pour manipuler la souris, moi. Bah, excusez-moi. Ah. Tout. Bon, ben, écoutez, j'arrive pas. Ça a bloqué. Oui. Alors, il ne faut pas, quand on dit, ouais, d'accord. Excusez-moi. Hein. Je vois pas pourquoi j'arrive pas. Bon, bref. Quand on dit il ne faut pas déstabiliser, c'est-à-dire que par exemple, je pense dans ce qu'on peut faire avec beaucoup de bonnes intentions, par exemple apporter du matériel scolaire. À chaque fois, si vous apportez même du matériel scolaire, se demander ce matériel scolaire avant, comment les gens se le fournissaient. Il y a forcément quelqu'un qui vendait ce matériel. Est-ce que vous allez déstabiliser le marché local parce que vous allez apporter effectivement du matériel gratuit qui va faire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vivait de son petit commerce qui ne va plus en vivre. Il faut simplement se poser les questions. La réponse, elle n'est pas univoque, ce n'est pas toujours la même, mais au moins se poser les questions. Quand on dit effectivement le principe de non-malfaisance, ne pas nuire, c'est que, bon, vous avez peut-être reçu, mais par exemple, il y a eu une épidémie de choléra en Haïti qui est arrivée avec la MINUSTAH, c'est-à-dire l'aide internationale. Ce dont les Haïtiens ne se sont jamais remis. Hein. Ils ont une haine pour la MINUSTAH qui est absolument terrible. Principe de justice, c'était juste pour rappeler que selon le principe de justice, nous sommes tous égaux en droit. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans beaucoup de pays, en fait, la santé est un privilège et nullement un droit. Hein. Donc, alors là, moi, je pense que c'est d'actualité. Personnellement, alors là, on pourra refaire un débat, mais je suis absolument scandalisée actuellement avec l'histoire des vaccins. C'est, à mes yeux, totalement scandaleux que les brevets ne soient pas, qu'on ne supprime pas les brevets sur les vaccins. Si on supprimait les brevets pour les vaccins, ça veut dire que très rapidement, mais en particulier l'Inde, qui est un producteur, et ça, Amandine pourra le dire beaucoup mieux que moi, mais qui est un producteur de médicaments et de vaccins inégalable, pourrait effectivement, je pense en tout cas, produire rapidement des vaccins. Et du coup, effectivement, il ne faut pas oublier que s'il n'y a que l'Europe qui est vaccinée, nous n'allons pas nous protéger tout seuls. Hein. Donc, si on se protège et qu'on ne protège pas le monde entier, de toute façon, à mon avis, c'est une erreur monumentale. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je milite pour qu'effectivement, l'abandon des brevets du vaccin, bon, c'est pas si simple que ça, mais on a eu déjà exactement la même chose pour le sida. Il faut savoir que, par exemple, les antirétroviraux, il a fallu 5 ans avant que les laboratoires lâchent et que puissent effectivement être produits les génériques. Mais entre ce moment-là, enfin, entre ces deux moments, il y a quand même eu des centaines de milliers de morts, ce qui est quand même, à mes yeux, un peu fâcheux. Bon, c'est juste pour dire qu'effectivement, ce qu'on souhaite, c'est faire du compagnonnage, hein, donc accompagner et surtout pas faire à la place des gens. Donc, ça peut être que ce soit du compagnonnage, que ce soit… Alors, comme Gynéco sans frontières, c'est seulement à 90% des gynécos et des sages-femmes, bon, ben, ça va être du compagnonnage en salle d'opération ou en salle de naissance. Et pour mieux nous connaître, je vous invite à regarder le site de Gynéco sans frontières ou sur la page Facebook. Voilà, c'était pour faire une brève présentation et puis je compte surtout sur vos questions. Merci. Merci beaucoup Claudine, c'était vraiment très intéressant. Voilà, je vais vous laisser toutes et tous réagir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une première question. N'hésitez pas. Ça peut être un peu pour revenir peut-être en détail sur certains points de l'expérience de Claudine ou de tout ce qui a été présenté là, ou si vous avez des questions justement concernant votre insertion professionnelle ou votre futur professionnel,
pour demander des conseils peut-être. Oui, moi j'avais une question. Oui. Ouais. C'était pour revenir un petit peu sur, on parle beaucoup du médical dans l'humanitaire. Est-ce que vous pourriez un peu plus préciser le médical dans le développement? Le médical dans le développement. Les Ah, actions. alors oui, ça veut dire que quand on est dans les missions de développement, ce n'est absolument pas une intervention en urgence. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit en Haïti, en Jordanie, là, on était vraiment dans les missions d'urgence, c'est quasiment de la substitution. C'est-à-dire, on remplit une place qui n'est urgente que les locaux ne peuvent pas faire. Quand on fait des missions de développement, c'est vraiment de l'accompagnement. Alors, ça peut prendre de multiples formes, hein. Oui, Là, voilà, pour avoir un petit peu d'exemples sur les différentes voilà. missions. Bon, par exemple, les missions au Togo, puisque tout à l'heure je parlais du Togo. La première mission que j'ai faite au Togo, c'était en 2016. Alors en 2016, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, c'était un projet gigantesque qui est un projet financé par ce qu'on appelle un projet Muskoka. Donc c'est le G7 qui a décidé de financer des actions de santé dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. Après, ils ont sous-traité, entre guillemets, donc le Togo maritime à international et Togo Plateau à plan international, pour vous dire un peu comment ça se passe. Après, l'idée, c'était, alors ce qui nous était demandé à nous, après GSF, c'était d'aller visiter toutes les maternités de la région, d'en faire une évaluation, alors pas au niveau des infrastructures, parce qu'eux s'occupaient, il y avait une autre ONG qui s'occupait une évaluation intentée. Et à partir de là, le ministère nous sollicitait pour faire des propositions d'action. Donc, quelle maternité ils allaient soutenir, quels étaient les points forts et les points faibles. Après, eux, par rapport à ça, évidemment, il y a des choix politiques qui font qu'on va plutôt soutenir telle maternité. Bon. Pour vous dire, par exemple, dans la région Plateau, on avait dû visiter 27 maternités et ils en ont soutenu 10. Et là, donc en 2021, là, quand on a été, alors c'est des missions qui sont beaucoup moins fun, hein, mais c'était une mission d'évaluation, c'est-à-dire 5 ans après, il y a eu des financements, il y a eu du personnel en plus, il y a eu du matériel en plus. Quels sont les résultats sonnants et trébuchants, je dirais. Pour vous donner un exemple, donc là, c'était vraiment une mission d'évaluation, c'est-à-dire on reprend la mission, le point de départ et on voit quels sont les indicateurs qui ont progressé, en sachant que, évidemment, dans le domaine qui nous concerne, c'est essayer de voir si la mortalité maternelle et néonatale a baissé. C'est toujours difficile de trouver des indicateurs qui ont baissé de manière très nette. On a quand même tout un tas de points que l'on peut observer. Par exemple, justement, puisqu'on va parler tout à l'heure pharmacie, alors ce qui a été spectaculaire au Togo, là, c'est que, par exemple, l'UNFPA a donné des stocks de médicaments. Il n'y a plus aucune rupture de médicaments sur 3 médicaments qui nous concernent au plus haut point, nous, en maternité. C'est le cytotec pour arrêter les hémorragies de la délivrance, le sulfate de magnésium pour arrêter les convulsions des femmes en prééclampsie et les antibiotiques. Or, là, ce qu'on a vu en 2016, c'était la catastrophe, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits où il n'y avait pas de médicaments. En 2021, nous n'avons pas vu une seule structure qui n'avait pas les médicaments nécessaires et qui, en plus, les avait pendant cette période utilisés à bon escient, donc évitant faisant du coup, après, des transferts sur des structures hospitalières de taille supérieure de manière tout à fait pertinente. Donc ça peut être ça, mais ça veut dire qu'entre cette mission de départ dont je vous ai parlé, du coup, là, pour le coup, c'était des missions d'évaluation. Mais on peut aussi être sollicité pour faire des missions d'accompagnement. C'est-à-dire, effectivement, par exemple, justement, sur l'utilisation du cardiotocographe, quand effectivement certaines structures, alors qui sont là ce qu'on appelle les SONUC, donc qui font des soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets. Donc, ça veut dire qu'eux, ils peuvent faire les césariennes. Et donc, c'est des… Pour faire des comparaisons, c'est la taille des hôpitaux, quoi, des grands hôpitaux chez nous. Et donc, effectivement, c'est de voir s'ils ont le matériel, comment il a été utilisé. Et donc, formation sur l'utilisation de ce matériel, formation sur l'utilisation de l'échographe.
Ça peut être donc des formations d'accompagnement, mais la formation d'accompagnement que j'ai fait moi au Togo, qui était absolument géniale, j'ai fait l'année dernière, qui était en fait une sollicitation pour travailler sur les violences obstétricales. Je peux vous assurer, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut surprendre quand on va en Afrique, mais les rapports humains ne sont pas tendres, hein. Les rapports humains sont plutôt violents et les personnels soignants ne sont pas toujours empathiques avec les patients, loin de là. Parfois, on va dire. Donc, d'où cette demande émanant du ministère, hein, de faire une formation sur les violences obstétricales. Et là, on l'a fait avec une troupe de théâtre d'impro locale. C'était génial. C'est-à-dire que les scènes ont d'abord été travaillées avec des soignants locaux, c'est-à-dire racontez-nous des scènes de violence. Alors, effectivement, c'est par exemple, pour vous donner deux. Il y avait une scène qui avait été demandée. Oui, effectivement, on est d'accord, il y a de la discrimination quand une jeune mineure vient seule. Effectivement, on ne va pas forcément être sympa avec elle. Et puis à l'inverse, oui, mais il ne faut pas exagérer. Les patients sont aussi violents avec nous parce qu'on ne s'occupe pas d'eux aussi vite qu'ils le voudraient. On peut être agressé. Et donc, ces scènes-là, on les a faites, mais vous les trouverez si vous allez sur le site. On a fait des vidéos, donc vous verrez les scènes. Et donc, ça a été joué avec une troupe d'impro locale, et une troupe géniale. Et du coup, ça veut dire que la scène, elle était présentée par les comédiens, et après, les soignants intervenaient pour dire non, mais non, moi, je ne ferai pas comme ça, et donc, intervenaient dans la scène. Vraiment, ça a été un grand moment. Donc, comme quoi, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais enfin, ça peut prendre différentes formes, ce qu'on appelle les missions de développement. Oui, très bien, merci. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Alors, moi, j'avais peut-être une question pour prolonger peut-être un peu l'idée de Thomas. C'était pour savoir comment ça se passait un peu la coordination peut-être avec d'autres personnels médicaux sur le terrain, si c'est des missions qui requièrent peut-être différentes spécialités médicales. Comment voilà, le travail en commun se passe entre tous les acteurs de santé qui sont dépêchés sur un même terrain? Alors, je dirais plus ce que je dirais qui est plus important, enfin ce qui me semble plus important, c'est justement l'action entre les ONG. Autre point important qu'il faut éviter, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va s'engager sur un terrain sans savoir quelles sont les actions en cours déjà existantes. C'est-à-dire que vous allez faire une action, vous allez en plus vous en attribuer les bénéfices quand vous ferez l'évaluation, vous direz c'est du pire, regardez, en 2016 c'était comme ça, en 2020 c'est vachement mieux, c'est grâce à nous. Sauf qu'en fait, si vous vous penchez réellement sur l'étude du cas, vous allez vous apercevoir, mais il y a eu plein d'autres ONG qui sont intervenues. Donc vous n'êtes pas tout seul à intervenir sur le terrain. Et ça, c'est quand même assez dramatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs ONG qui travaillent sur les mêmes terrains, qui réinventent le fil à couper le beurre, alors qu'à côté de ça, il va y avoir des zones complètement désertiques. Et ça, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se poser la question, je veux aller là, qu'est-ce qu'il y a avant moi? Parce que le monde a existé avant nous, il existera après nous. Donc, c'est hyper important de se situer et dans la temporalité et de se situer avec les autres ONG. Alors, un exemple de réussite totale, ça a été, enfin à mes yeux en tout cas, c'était les camps de migrants Nord-Pas-de-Calais. Ça a été fabuleux la manière dont on a pu travailler avec, alors il y avait MSF, il y avait la Croix-Rouge, il y avait qui? Je ne sais plus, on était 4. Mais ça veut dire qu'on se réunissait. Médecins du monde, je pense. Par exemple, nous, effectivement, nos compétences, elles sont vraiment gynéco-obstétricales et puis les bobos, la fracture de jambe ou tout ça, enfin, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient effectivement avec des accidents traumatiques. Nous, on n'y connaît rien. Donc, effectivement, c'était super. C'est-à-dire, MSF disait, oh, ben nous, si on voit des femmes enceintes ou des femmes avec des problèmes gynéco, on vous les envoie, vous nous envoyez les autres soucis. Et donc, ça a très, très bien fonctionné. Et on se voit, en plus, bon, quand il y a eu après un camp organisé, on avait des cabinets de consultation, donc
on avait, enfin, donc ça peut être exemplaire. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, y compris dans les camps de réfugiés où on peut se retrouver avec toutes les ONG qui veulent sortir leur drapeau, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, ce qui est quand même pas d'une très grande pertinence. Donc voilà. Après, en termes de spécialité, bon, nous, par exemple, GSF, effectivement, on est associé à d'autres ONG, chirurgie humanitaire. Je pensais, par exemple, puisque Amandine va parler de pharmacie, nous, je sais qu'il y avait, quand on fait la formation de GSF, il y avait souvent quelqu'un qui intervenait de Tulip. Je ne sais pas si Amandine connaît, mais Tulip, c'est une ONG qui, entre autres, alimente en médicaments MSF, justement. Et donc, effectivement, on a eu l'occasion d'avoir des gens de Tulip qui venaient intervenir à la formation à la FGOH. Est-ce que j'ai répondu à la question, Diane? Oui, c'était aussi pour donner peut-être d'autres éléments de contexte aux participants de ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions, des conseils à demander, des interrogations pressantes. Bon, peut-être que vous aurez plus de questions après la deuxième présentation. Oui, je peux laisser Amandine. Laisser la parole à Amandine, qui va nous parler de pharmacie humanitaire internationale. Oui, donc bonjour. Donc moi je suis Amandine, je suis présidente de Pharmacie humanitaire internationale à Toulouse, enfin Haute-Garonne, Ariège et Aude. C'est une association qui est nationale et après il y a des antennes, on a des antennes locales et chaque antenne locale est libre en fait de faire ce qu'elle veut. Bon, l'idée c'est pas tellement de présenter ce qu'on fait, même si j'y viendrai, c'est peut-être plutôt une histoire de parcours, hein, si j'ai bien compris. D'abord, merci Claudine, tout ce que tu as dit, c'est voilà, moi c'est tellement vrai. Souvent, effectivement, moi j'ai l'impression de passer un peu pour une rabat-joie, mais voilà, faire attention à ne pas se substituer. Je vais du coup faire peut-être un petit résumé de ce que tu as dit qui me parle. Les personnes qui sont en santé, notamment les étudiants qui sont en médecine, faites des actions en santé déjà. Les étudiants en médecine qui construisent des bibliothèques, bon, ça me trouble toujours un peu. Mais, et après, c'est ce qui était aussi dit en conclusion, c'était que bon, l'urgence, il faut le laisser à ceux qui savent faire, quoi. Effectivement, la Croix-Rouge, MSF, voilà, l'urgence, c'est vraiment là pour le coup, on peut se substituer, etc. On est sûr de. Oui. Et pourtant, c'est l'urgence qui rapporte de l'argent, entre guillemets, aux associations. Quand il y a un tremblement de terre, un machin, c'est souvent ça qui fait bouger les gens. Alors qu'en réalité, c'est un vrai métier à part entière, l'urgence, et il faut être très aguerri. Par contre, ce que font beaucoup les étudiants, les jeunes, c'est des missions de développement et il faut vraiment qu'ils les prennent comme telles. Comme a dit Claudine, avec d'abord une espèce d'évaluation qu'on fait avant, de contacter les gens sur place et surtout de se renseigner sur les politiques locales qui sont déjà mises en place. Je prends l'exemple des moustiquaires, c'est super, mais regardez ce qui a déjà été fait et comment communique le gouvernement et les gens sur place. Je sais que Leslie, là, j'ai suivi la thèse de Leslie sur le paludisme au Burkina Faso. En fait, il y avait 15 ONG qui avaient 15 méthodes différentes, qui n'étaient pas les méthodes de l'État et qui arrivaient à dire des choses qui étaient perçues comme différentes de ce que disait l'État. Et donc, ça, en plus, une portée hyper différente, le fait que le blanc ait dit ça et que nous, notre État qui essaye de nous avoir, de nous corrompre et qui est corrompu et tout ça, il nous dit autre chose. Par exemple, moi, je devais partir au Sénégal l'an dernier. J'ai pris les flyers qui étaient faits par le Sénégal. Et je comptais travailler avec les flyers du Sénégal, de l'État du Sénégal ou des associations qui sont déjà sur place. J'aurais pu apporter des flyers de France qui sont très bien faits, mais je pense qu'il est important de suivre ce qui est fait localement et, comme on dit, de ne pas ajouter des choses aux choses qui existent déjà, de réinventer le fil à couper le beurre, etc.
Voilà, du coup, c'était tellement fort tout ce que tu as dit, Claudine, tellement vrai. Voilà, il faut tellement d'humilité, quoi, hein. Il faut vraiment partir de la base. D'abord, nous, beaucoup étudier le circuit local avant de placer des actions, que faire des choses, d'inventer, etc. Déjà, on n'est jamais allé à l'endroit la plupart du temps. Et même, et c'est ça peut-être sur quoi je veux insister, souvent, on ne s'est même pas nous-mêmes confrontés à la solidarité. Qu'est-ce que je fais quand je suis un aidant? Dans quelle position je suis quand je suis un aidant? Et ça, on en revient sur le fait de pas être au-dessus, de travailler avec et d'aider les personnes qui demandent en fait qu'on les aide et de les aider à ce qu'elles demandent qu'on les aide. Et du coup, je vais peut-être orienter mon discours différemment sur les parcours, puisque peut-être que c'était ça aussi qui devait être traité aujourd'hui. Par exemple, mon parcours, donc je suis pharmacienne de formation, je me suis intéressée à l'humanitaire, enfin à la solidarité, on va dire, tout à la fin de mon cursus, quand je suis sortie même en réalité. Et j'ai fait de la réduction des risques auprès des usagers de drogue avec Médecins du Monde. Et ça, c'est un exemple typique de je vais aider quelqu'un, mais je ne vais pas être tous les jours me lever à sa place. L'usager de drogue, tu ne peux répondre qu'aux questions qui se posent. C'est pas la peine d'aller au-devant de questions qui ne s'est pas posées, ou etc. Donc l'idée, c'est d'être hyper ouvert aux questions que se posent les gens, aux difficultés qu'ont les gens. C'est exactement calcable. Hein. Je suis sage-femme et je vais aider les sages-femmes localement. D'abord, j'ai un temps d'observation à comment elles travaillent. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'elle travaille, etc. La qualité, je crois que vraiment, c'est des questions primordiales sur les actions humanitaires. Et donc, j'en reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, qui est que là, cette position d'aidant, elle s'apprend. Vous êtes jeune et du coup, c'est intéressant, je pense, de s'investir sur des actions en France. Il y a d'énormes besoins en France. C'est sûr que ça fait rêver quand on dit je vais aller au Togo, je vais aller à droite ou à gauche, mais en réalité, c'est difficile. On arrive, déjà, on a le décalage horaire, on a le décalage de température, etc. On ne connaît pas les politiques locales, etc. Je pense que quand on est allé en France au Resto du Cœur, aider à donner des repas, faire des haltes de nuit ou des choses comme ça, on s'est déjà aguerri sans le différentiel de la culture à l'entraide. Et ça me paraît assez essentiel. Et de toute façon, c'est intéressant pour vos CV. Vous avez tous là des formations différentes. Si en plus vous êtes allé un peu à la Croix-Rouge faire des trucs d'urgence, un peu au Resto du Cœur, faire du lien social, etc., c'est bien pour vous, c'est bien pour votre CV aussi. Moi, j'interviens souvent au Forum des métiers pharmaceutiques. Et donc, les étudiants, toujours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme option et qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme filière? En fait, toutes les filières mènent à l'entraide si on est comme ça, si on a envie d'être comme ça et si on travaille ce côté-là en nous. Je dis toujours, vous mettez en fait des petits cailloux dans votre sac à dos. Quand j'ai fait 2 missions, quand vous avez fait 2 missions à la Croix-Rouge, ben vous avez mis c'est vraiment les lignes au CV, mais le CV aussi, c'est ce que vous devenez, quoi. Donc c'est important de ne pas uniquement se focaliser sur le master que je vais faire, est-ce que ça va être le bon, etc. C'est aussi ce que je vais être et ce que je vais partager avec les gens avant de décider de partir et de décider d'en faire un métier d'aide. Sur le dernier forum des métiers qu'on a fait, j'ai invité, on était 6 ou 7, je crois, et chacun avait des parcours hyper différents. Il y en avait un, en pharma, il était sorti en marketing. Il a commencé ses premiers trucs, il avait fait du market. Alors, bon, on se doute bien que ce n'est pas un profil forcément humanitaire, sauf qu'en fait, le gars, il avait passé 3 mois à voyager sac à dos en Amérique du Sud. Et bien ça, un jour, il s'est retourné, il a dit « Ouais, j'ai envie d'aller chez MS ». Hop, il a vu une annonce, il est allé, et les mecs, ils ont dit « Bon, mais lui, 3 mois en sac à dos, c'est un débrouille, c'est parti, on le prend à lui ». Et derrière ça, effectivement, il a fait voilà, de la gestion, ce que peuvent faire les pharmaciens en humanitaire, c'est-à-dire gestion de la qualité. Voilà un peu pêle-mêle, hein. Du coup, ce n'est pas très organisé, moi, ma façon de vous dire les choses, mais c'est vrai que je voulais appuyer aussi tout ce qu'avait dit Claudine, qui était vraiment
vraiment intéressant. Bon, l'histoire des brevets, j'y reviens pas, mais effectivement, il y a des gros, beaucoup à dire. Bon, après, c'est difficile, hein, la recherche a aussi besoin d'argent, donc voilà. Donc voilà, la coordination, hein, je pense que c'est aussi le maître mot, hein, se renseigner de qu'est-ce qui est fait sur place, qu'est-ce qui existe déjà sur place, et comment moi je vais pouvoir venir apporter de l'eau à ce moulin-là, en fait, ce moulin qui existe. Le nombre d'associations qui a créé les puits, et puis en fait ils partent, et puis le puits, fait, voilà l'exemple que tu donnais de tout le matériel qui a été envoyé et puis qui ne sert pas. Donc nous, c'est ce qu'on fait principalement à Toulouse. On récupère du matériel médical et on le donne à des associations. Donc pareil, ça fait rêver, comme quand tu dis je vais partir à l'étranger, ah ouais, tu récupères et tout, nana. Sauf qu'en fait, notre mission première, c'est surtout de choper des associations qui vont envoyer du matériel et de leur expliquer, voilà, vous allez l'envoyer en fonction de la demande qui est locale. Alors, localement, d'abord, ils vous disent, on a besoin de tout, on n'a rien. D'accord. Et ensuite, je prends l'exemple, par exemple, on travaille beaucoup avec le Kenya, on leur fournit des valises d'épuration d'eau, mais on travaille avec une association locale et c'est elle qui décide quasiment de tout. Nous, en gros, on finance les valises d'épuration d'eau d'une entreprise toulousaine et puis c'est l'association locale qui décide où elle la met et tout ça. On en avait mis dans un hôpital et donc la vice-présidente qui s'occupe beaucoup de cette mission au Kenya me dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on envoie du matériel médical, qu'on envoie un conteneur de matériel médical. » Bon, déjà, nous, on ne le finance pas. C'est eux qui le financent, 5 000 €, hein, ça vaut un conteneur de matériel médical. Donc, tu n'as pas intérêt de mettre des gays qui vont aller à la poubelle. Les mecs, ils ont dépensé 5 000 € quand même. Et donc, je vais à un hôpital et puis je regarde un peu, puis je leur dis « Donnez-moi le livre de ce que vous avez, puisqu'ils ne savaient pas trop me dire ce qu'ils voulaient. Donnez-moi le livre de ce que vous avez en consultation. » Bon, je ne l'ai jamais reçu, ce livre. Ça veut dire que quelque part, ils ne sont pas très intéressés. Ils n'ont pas que ça à penser, à me faire leur liste des besoins. OK. Moi, je me suis dit, bon, écoute, imagine, enfin, je discutais avec Christelle, elle voulait qu'on envoie. Donc, on envoie quoi? On envoie des lits. C'est vrai que c'est la première chose. OK. Tu envoies des lits dans une structure où il y a 2 infirmières. Actuellement, il y a 3 ou 4 lits, les infirmières. Et donc, tu envoies 6 lits. Qui c'est qui va aller s'occuper des gens qui occupent les lits? Il faut qu'il y ait un désir de l'État localement de payer des infirmières et des médecins pour s'occuper des gens qui vont dans ces lits. D'accord? C'est des choses simples, mais il faut s'être posé ces questions-là. Donc voilà, notre objectif ici à Toulouse, c'est ça. On récupère du matériel médical et on le donne à des associations, mais surtout, on forme les associations à se poser les bonnes questions pour envoyer le bon matériel au bon endroit. Et Claudine, je discuterai avec toi parce qu'on va participer à la construction d'une maternité. Donc, peut-être que vos relations pourront nous... Au Cameroun, à Yaoundé, exactement. Donc, peut-être que nos relations... C'est à Douala, mais je ne connais pas Yaoundé. Ouais. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais peut-être terminer, du coup, j'ai ressorti, du coup, en discutant un vieux PowerPoint que je faisais. Et la dernière diapositive disait, si j'arrive à me la retrouver, disait l'aide humanitaire, c'est... Hop, voilà. Les attitudes, l'ambivalence de l'action et les attitudes de l'humanitaire, ce sont des attitudes complémentaires. C'est-à-dire, on a du bon sentiment quand on part. Mais le bon sentiment, ça ne fait pas tout. Il faut aussi avoir du bon sens. Il faut avoir du cœur, c'est vrai, on part avec son cœur, mais aussi il faut avoir du sang-froid. Il faut être observateur. Il faut savoir regarder ce qui existe déjà et aussi entrepreneur, prendre les devants de mettre en place quelque chose. Il faut être organisé, ça c'est vrai, mais il faut aussi être flexible par rapport à ce qui existe déjà. Il faut avoir une attitude de décideur, c'est vrai qu'on va partir, etc. Et aussi être très à l'écoute de ce qui existe et ce qui est fait et ce qui est déjà fait. Et il faut savoir être dans l'action et avec une vision à long terme. Et tout ça, c'était ma dernière diapo qui disait que tout ça, c'est hyper ambivalent, quoi. Il faut être un peu tout à la fois, quoi. Il faut être ferme, déterminé et en même temps tellement ouvert et à l'écoute de ce qui existe. Ah, vous êtes là? Ah oui, je ne vous retrouve plus. Retour à la réunion, voilà.
Voilà, donc merci Claudine, ta présentation était super sur voilà, ces histoires d'attitude, les erreurs à ne pas faire. Et puis, j'espère vous avoir aiguillé sur l'orientation. Vraiment, vous ne prenez pas la tête avec une histoire d'orientation. C'est tous les petits cailloux que vous allez mettre dans votre sac à dos qui vont faire de vous quelqu'un qui a une personnalité là-dedans et qui a quelque chose à faire là-dedans. Voilà, je pourrais vous donner des exemples de parcours, hein, des gens qui ont fait des VSI, des choses comme ça, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'il faut saisir les opportunités. En fait, tout est une question de réseau. Quand tu commences à rentrer dans un réseau, tu connais, ben, tu finis par connaître les emplois qui se libèrent dans ce réseau-là et dans ce que tu aimes. Merci Voilà. beaucoup, Amandine. Je ne sais pas du coup si certains ont des questions après cette présentation et ces conseils. J'aurais une question. Ouais. Déjà, merci à vous deux pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. Donc moi, du coup, je suis membre du projet Togo et effectivement, donc nous, en fait, on travaille avec une ONG locale, justement, ce qui nous permet de voir de quoi ils ont besoin là-bas. Par exemple, pour l'instant, on est très axé moustiquaire, mais on avait réfléchi à s'ouvrir sur la gestion des déchets, parce que bon, pour l'instant, on n'a pas le niveau pour faire de la médecine, donc on fait ce qu'on peut. Mais par exemple, l'ONG nous expliquait qu'en fait, les déchets, ce qui manquait, c'était mignon d'amener des poubelles, mais vu qu'il n'y a personne pour les prendre, ça ne servait à rien. Donc ça nous a permis de nous rendre compte que effectivement, toutes les idées ne sont pas transposables ailleurs. Mais là, vous avez dit quelque chose par rapport au gouvernement. Et là, par exemple, l'ONG nous a clairement dit que le gouvernement ne les soutenait pas du tout. En gros, qu'il leur donnait juste l'autorisation de faire leur action, mais qu'ils n'avaient aucun soutien financier ou quoi. Et effectivement, c'est toujours à ce niveau-là que ça coince. Mais nous, je ne vois pas à notre niveau qu'est-ce qu'on peut faire pour justement être en accord avec un gouvernement qui fait rien, quoi. Mais comme je te dis, déjà ne serait-ce que trouver les flyers qui distribuent eux sur le thème du paludisme. Puisque vous partez, votre idée de moustiquaire, elle est super. Mais regardez ce que fait beaucoup de gouvernements font des choses au sujet du paludisme. Comme ça. Donc, regardez ce qui est fait au niveau gouvernemental. Vous n'avez pas besoin d'appeler l'ambassadeur, hein, mais regardez ce qui est fait au niveau gouvernemental pour le paludisme et collez-vous à ce qui est fait localement. Et c'est vrai que le Togo est un pays super intéressant parce que les jeunes se bougent vachement, ils font vachement de trucs, il y a beaucoup de jeunes qui se bougent. Et par contre, la référence de chez Référence, c'est France Volontaire. Il faut que vous alliez contacter, avant d'aller au point de chute où vous allez chez France Volontaire. Et eux, ils vous disent qu'est-ce qui existe, etc. Ou vous pouvez les contacter en amont, hein, même d'ici. Hein. Mais France Volontaire, c'est la référence. Et aussi pour ne pas se faire avoir. Parce que j'avais une histoire aussi comme Claudine. Au Togo, nous, ils voulaient qu'on aide à construire une maternité, à rénover une maternité qui avait été construite par la Croix-Rouge. Mais en réalité, personne ne voulait y aller parce qu'elle était hantée, cette maternité. Mais il faut savoir, par exemple, quand tu dis le Togo ne fait rien, toutes les femmes enceintes ont une moustiquaire de distribuer en début de grossesse. Et ça, moi j'ai assisté, j'ai participé aux consultations prénatales, c'est vraiment fou. Et là, c'est des bonnes moustiquaires en plus, parce que par contre, j'ai eu une expérience moins drôle au Burundi. Au Burundi, en fait, effectivement, il y avait aussi une distribution de moustiquaires à toutes les femmes enceintes pendant la grossesse. Sauf que ces moustiquaires, elles n'étaient pas utilisées. Et alors là aussi, toujours pareil, je demandais aux patients, mais pourquoi vous n'utilisez pas les moustiquaires distribués? Elles me les ont montrées, elles m'ont dit, mais attends, on ne va pas utiliser ça. Alors d'une part, parce qu'elles étaient extrêmement denses, elles disaient, on a l'impression d'étouffer là-dessous, et elles étaient trop courtes, elles ne pouvaient pas border le lit. Donc en fait, tous les gens acceptaient, de toute façon, les femmes enceintes, comme ça leur était donné à la première consultation prénatale, elles partaient avec leurs moustiquaires. Mais les sages-femmes elles-mêmes, elles me disaient, oh ben moi, quand j'étais enceinte, moi, je n'ai pas utilisé celles-là, elles sont nulles. Bon, c'est intéressant. Voilà. Donc, effectivement, on va vérifier la qualité du matériel. Mais au Togo, ils ont de bonnes moustiquaires. Je vous dis, ça fait moins d'un mois que j'en ai vu. Elles sont très bien. Et elles sont distribuées, effectivement, au cours des consultations prénatales. Après, évidemment, il ne faut pas protéger que les femmes enceintes, je suis d'accord. Ouais, enfin, c'est un public essentiel à protéger, quand même. Si on doit commencer par elle, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est… Alors, tu vois, la distribution, la chaîne de médicaments avec l'UNFPA, là, tu t'aperçois que quand tu as des grands moyens, c'est pas mal aussi. Non, mais c'est très bien hein, ce que vous faites avec le Togo. Juste, voilà, regardez ce qui est déjà fait localement.
même dans d'autres villages, etc. Et vous copiez des choses qui existent déjà. L'histoire des déchets pharmaciels, je ne sais pas si vous les connaissez, en fait, c'est les étudiants en pharma de Toulouse. Ça fait 7 ou 8 ans qu'ils vont au Togo. Et effectivement, c'est vrai que quand tu arrives en Afrique, le premier truc que tu te dis, c'est gestion des déchets, quoi. C'est tellement hallucinant. Sauf que là encore, l'adhésion des populations, elle n'est pas évidente, quoi. Pourquoi ils vont écouter le blanc qui leur dit d'aller mettre les déchets là, machin, et quand ils y arrivaient l'année d'après, les déchets, ils n'étaient pas du tout gérés comme ils avaient proposé de le faire. Là encore, si tu veux, en fait, c'est un peu comme dans une entreprise. Il faut que la personne soit comme si c'était elle qui avait eu l'idée. Il faut lui suggérer l'idée jusqu'à ce que ce soit elle qui la trouve, en fait. Et donc, vraiment, la gestion des déchets, il y a cette finesse-là. Si tu veux que ton truc il soit durable, il faut ensuite qu'il le continue une fois que tu n'es plus là. Parce que si tu as ramassé des déchets pendant 15 jours, bon, ça ne va pas changer la face du monde, quoi. Hein. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est effectivement les actions de longue durée. Je pense à ça parce que j'ai fait une action, parce que quand on parle de la gestion des déchets, à Sikasso, donc ça c'est au Mali, et il y a un jumelage entre Brive et Sikasso. Mais c'est un jumelage qui dure depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est vraiment, et ça du coup c'est assez génial, parce que c'est vraiment une collaboration d'élu à élu, donc avec un travail sur tous les domaines justement de la santé au sens large, c'est-à-dire l'accessibilité géographique, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les routes, mais aussi la gestion des déchets. Et par exemple, dans tous les centres de santé qui ont été effectivement soutenus par Brive, il y a un incinérateur et maintenant ça fonctionne bien. Oui, ça c'est une très bonne idée, très bon exemple. Nous, on récupère vachement de couches à urine, et moi, j'ai pas envie de les envoyer. Je sais pas comment ils gèrent les déchets. Tant que je sais pas comment ils gèrent les déchets, j'envoie pas des couches. Hein. C'est un déchet énorme, quoi. Et pour revenir au fait que vous soyez en deuxième année, qu'en deuxième année, et que vous êtes pas, c'est faux. Vous êtes en deuxième année. Vous savez beaucoup de choses sur l'hygiène, se laver les mains avant de manger, etc. Vous savez des choses sur le diabète. Qu'est-ce que c'est le diabète? Quels sont les effets à long terme du diabète? Vous savez des choses sur ce que nous on sait. J'en sais rien sur les troubles musculaires, de s'étirer, de ne pas faire tout le temps les mêmes gestes de la même façon, etc. Vous savez beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'en fait, quand on est étudiant, on est dans une position de receveur. Il faut de mentalité de formation. Mais en fait, ce que tu vas transmettre de ce que tu sais, même en deuxième année, c'est déjà énorme. Et je te dis souvent, en fait, ils finissent par des trucs, effectivement, comme tu dis, les déchets, se laver les mains avant de manger, les MST, alors les étudiants en pharma, ils avaient aussi, alors, parce qu'il y a beaucoup de tabous aussi, hein, mais elles ont fini par faire des groupes de filles et discuter avec les filles. Quand les filles ont compris qu'elles étaient à l'écoute, les filles se sont un peu plus livrées. Mais il faut passer par-dessus le tabou. Et ça serait finalement les filles de pharmaciennes, elles faisaient des cafés éthiques. C'est-à-dire qu'avec des intervenants d'ici, des intervenants sur le genre, etc. Comme ça, elles s'aguerrissaient un peu, elles se mettaient à l'aise avec le fait de parler sexualité. Et voilà, et MST, etc., vous en savez énormément des choses. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Amandine, justement, nous, au niveau de Gynéco Sans Frontières, au niveau des migrants, alors là, on parle des migrants qui sont en France actuellement et des mineurs non accompagnés. Mais certaines de mes collègues ont fait des petits groupes d'information avec les jeunes. Et en fait, en particulier les jeunes garçons, mais ils étaient absolument avides d'informations parce qu'ils ont pu leur poser tout un tas de questions qui sont totalement tabous pour eux, qu'ils ne peuvent pas poser au sein à leurs compatriotes, comme ils disent. Mais c'est incroyable. Alors,
en fait, ils ne connaissent rien du fonctionnement féminin, ça c'est clair. Et sauf qu'il est impensable pour eux qui posent des questions. Et là, de se retrouver avec des jeunes qui acceptent qu'on leur pose des questions sur le sujet, mais ça s'est super bien passé. Alors qu'au départ, nous, comme le nom l'indique, Gynéco Sans Frontières, on était plutôt polarisés sur le fait de s'occuper des femmes, sauf qu'actuellement, dans beaucoup de villes, hein, la plupart des femmes sont sont prises en charge en priorité, ce qui fait que ceux qui sont le plus abandonnés, c'est en particulier les mineurs non accompagnés. Et ces mineurs non accompagnés, effectivement, si vous avez l'occasion de leur proposer ce genre de rencontre, ils sont avides. Hein. Et comme disait Amandine, on peut faire ça ici. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions à poser. Moi, j'avais une question par rapport à la situation Covid, du coup, actuelle, parce que, par exemple, en fait, nous, on a 2 projets, qui est 2 fois le même qui se fait au Bénin et au Burkina. C'est des projets de sensibilisation et de dépistage du diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Et donc, en fait, l'année dernière, ils ont été annulés, les 2, par rapport au Covid, tout ça, parce que on avait peur. Eux, ils nous disaient qu'il n'y avait rien chez eux, mais vu que nous, c'était arrivé en France 6 mois après la Chine, on se disait, ça risque d'arriver chez vous aussi, donc on ne veut pas prendre le risque, tout ça. Donc, l'annulation du côté des Béninois, ça a été, mais les Burkinabés, ils l'ont un peu moins bien pris. Et là, je sais que cette année, à chaque fois que j'essaye d'en discuter, ils me disent, non, mais non, nous, c'est bon, il n'y a rien du tout, tout ça. Et du coup, j'ai un peu 2 avis qui me viennent dessus. C'est les anciens qui me disent non, mais il faut garder l'annulation, on peut pas prendre le risque, tout ça. Et de l'autre côté, ils me disent non, nous ça va, tout ça. Et moi, j'ai un peu tendance à me dire quand même, maintenant ça fait 1 an et demi, on a du recul dessus. Enfin, faut peut-être plus leur faire confiance à eux, ils connaissent la situation, ils y sont, que nous. Voilà, ça se passe comme ça en France, mais ça se passe peut-être pas comme ça partout. Et du coup, je sais pas, si vous avez. Parce que je sais pas où chercher les informations, parce qu'on me dit, c'est vrai que, eux, ils dépistent pas tout ça comme on dépiste, donc peut-être que juste ils savent pas que c'est grave comme chez nous. Mais parce que nous, on va dans les campagnes, on va pas du tout en ville, on fait ça avec les étudiants en pharmacie de là-bas qui nous emmènent dans les campagnes, tout ça. Et du coup, voilà, je sais pas trop. Bon, après, cette année, la fac nous laissera sûrement pas partir, donc dans tous les cas, nous n'ira pas. Mais savoir, eux, s'ils font la campagne en distanciel, comment nous, on peut aborder les choses, quoi. Alors, je vais vous raconter Excuse-moi. Mais je vais vous raconter notre mésaventure, puisque si je vous dis que je suis revenue le 28 mars du Togo, alors, en fait, comment ça s'est passé? Donc, nous, on avait un ordre de mission du ministère, donc on n'a pas eu de souci pour partir, mais ça veut dire qu'on avait besoin d'avoir une PCR avant notre départ pour prendre l'avion. À l'arrivée à Lomé, on avait une PCR à l'aéroport et 48 heures de PCR. Et donc, on a fait notre mission, et donc c'était 18 jours. Hein. Le jeudi, avant le départ, on avait l'avion le samedi. Le jeudi matin, on était 2 binômes gynéco-sage-femme. Et donc, le jeudi matin, on est venu à 6 heures du matin à l'aéroport faire notre PCR pour pouvoir prendre l'avion le samedi. On est reparti faire notre journée de boulot. Et le vendredi soir, le verdict est tombé, Gwenola, donc ma collègue sage-femme, PCR positif. Ça veut dire que très concrètement, on a été obligé de la laisser là-bas. Donc ça peut être une mésaventure extrêmement désagréable. Alors, qui, dans notre cas, là, se termine bien, puisque nous, on était quand même, là, par contre, extrêmement couverts au niveau assurantiel. Donc là, l'assurance a dit, nous, de toute façon, on vous prend en charge, voilà, on ne vous rapatrie pas, puisqu'elle était totalement asymptomatique. Ce qui s'est passé, c'est que nous, donc, on a pris, donc on était partis à 2 gynécos, 2 sages-femmes, nous, on a pris l'avion, parce que là, c'est pareil. Air France veut bien que reporter un voyage de quelqu'un qui est PCR positif, mais vous, si vous dites je suis PCR négatif, mais j'aimerais bien rester avec ma copine, ça ne marche pas. Hein. Vous n'allez pas prendre l'avion, vous paierez plein pot le prochain vol. Donc, on est parti, et je dirais par chance inouïe, parce qu'effectivement, on a fait le test le jeudi pour le vol le samedi, elle a refait le test le lundi, il était négatif. Elle a pu prendre le vol le mercredi. Donc, bon, je reste encore un peu sceptique, parce que effectivement, elle était totalement asymptomatique, que tous les gens avec lesquels elle a travaillé toute la semaine, puisque eux, par contre, on travaille avec une équipe togolaise, donc ils ont été à 4 pendant une semaine à partager tous leurs repas et tout ça. Elle a été la seule positive. Ceci étant, c'est les Allemands qui fournissent les tests. Les tests PCR au Togo, c'est GIS, qui est l'équivalent de notre agence française pour le développement chez les Allemands. Ils ont dit, c'est nous qui fournissons les
les tests, si elle est positive, elle est positive. Bon, on ne saura pas. En tout cas, il faut penser que ça peut être un risque parce que ne pas pouvoir partir, c'est un risque, mais ne pas pouvoir revenir, c'en est un autre et qui peut être beaucoup plus ennuyeux. Donc, effectivement, il faut penser vos assurances, hein, ça c'est clair et net. Ça, c'est clair. Bien sûr que il ne faut jamais partir sans assurance. Vous payez avec des cartes bleues Mastercard. Si vos parents ils en ont, faites-les payer les trucs avec, etc. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai vécu la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'an dernier, on devait partir en mars. Le gars qui nous accueillait était déjà parti avant nous. Il avait prévu qu'on passe à la radio, qu'on fasse des rencontres avec les femmes, etc. Et au final, c'est le médecin local qui a dit, mais il ne faut pas qu'elle vienne. Et moi, je vois les choses dans l'autre sens, c'est que moi, je ne me serais pas imaginé leur amener le Covid. Parce qu'en fait, en réalité, je ne crois pas qu'ils en aient tant que ça en Afrique, même s'ils ne dépistent pas autant que nous. Par contre, nous, on en a beaucoup. C'est nous les pestiférés en réalité. Et on n'a pas intérêt de leur amener un truc qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc, c'est même dans ce sens-là qu'il faut se poser la question. Comme tu dis, les tests, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils ne sont pas fiables? Ça aussi, c'est une question qu'on peut quand même se poser. Donc, je ne sais pas. Là, on est encore avec beaucoup d'inconnus quand même sur le thème du Covid. C'est vrai que cette année, moi, je n'ai pas proposé aux étudiants de partir. Hein. L'année prochaine, très concrètement, c'est mais... quand même centralisé, enfin même ce que disent les locaux. Hein. À Lomé, par exemple, parce qu'il y avait quand même des informations à la radio tous les jours, hein, c'est vraiment très concentré à Lomé, c'est beaucoup moins à risque quand on est loin de Lomé, mais parce qu'effectivement, la concentration de population, maintenant, elle est dans les mégapoles. Oui, mais du coup, tu passes par Lomé. Quand tu arrives, tu passes par Lomé. Au pire, tu attrapes le Covid de local et tu vas l'amener en campagne, quoi. Et en campagne, c'est là qu'il y a les vieux, c'est là qu'ils n'ont pas accès à l'hôpital. Oui, tout à fait. Ouais, nous, ce qui nous inquiétait, c'est que quand on fait la sensibilisation, parfois, il y a des regroupements jusqu'à 200 personnes qui viennent pour la sensibilisation et on s'est dit, mais tous ces gens-là, ils sont beaucoup. Et du coup, après, on a organisé autrement pour faire la sensibilisation dans des classes d'élèves où du coup, ils seraient en plus petits groupes et faire les dépistages un par un. Mais enfin, voilà. Mais du coup, là, on se dit, sinon, on n'y va pas. Comment est-ce qu'eux, ils vont garder cette organisation-là s'ils le font? Enfin, voilà, c'est un peu la question de… Enfin, je pense qu'ils sont conscients, surtout les Béninois, ils sont conscients parce que l'année dernière, ils ont voulu annuler autant que nous. Pareil, ils ne voulaient pas prendre le risque, mais du coup, c'est un peu la question de est-ce que le risque, il vaut le coup d'être pris ou pas? Parce qu'après, on a aussi reçu plein de trucs sur il n'y a pas de Covid, le diabète, c'est très important, plus que le Covid, parce qu'on n'a pas de Covid, tout ça. Oui, la balance bénéfice-risque, tout ça, quoi, tout à fait. était un peu dur à estimer. Bonne question. Si je peux me permettre, nous, du coup, pour nous, notre situation là, donc nous, on espère pouvoir partir cet été. On a pris nos billets pour partir mi-juillet à mi-août, du coup, au Togo. Voilà, on atterrit à Lomé, on est quelques jours à Lomé, ensuite on va dans le village où on doit couvrir. L'association, elle nous a vraiment pas du tout parlé dans le sens venez pas, quoi. C'était plutôt venez. Et après, là, jusqu'ici, de ce qu'on sait, ça serait test PCR négatif avant de partir, retest PCR à Lomé en arrivant. On attend le résultat du test avant de pouvoir aller en campagne. Voilà. Après, nous, comme on est étudiants en santé, on est vaccinés, donc ça, c'est vrai que ça nous a aussi rassurés, mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'était juste. Tu sais que Gwenola, elle avait eu une dose de vaccin. Bon, elle avait eu qu'une dose. Oui, non, mais c'est sûr. Puis après aussi, oui, moi j'ai passé des heures avec mon assurance pour savoir comment ça pouvait se passer. Parce que par contre, je te précise, à Lomé, c'est pas très drôle, hein, ça veut dire que si tu es Covid+, alors nous on avait la chance d'être dans un hôtel sympathique tenu par un Corse où quand on lui a annoncé que Gwenola était positif, il a dit pas de problème, de toute façon je prends sur moi, elle reste ici, elle peut rester. Elle mangera, de toute façon, le resto est dehors, hein, donc elle mangera à des heures décalées, voilà. Parce que de toute façon, il y a effectivement un système TogoSafe qui vous suit une fois que vous êtes PCR positif. Mais ça veut dire qu'ils ont réquisitionné les hôtels qui sont sur le bord de la plage. Ça peut paraître sympathique, sauf qu'il n'y a pas le droit de sortir de sa chambre. Le repas, il est servi derrière la porte. Vous prenez votre repas, vous mangez, mais vous voyez strictement personne. Là, pour le coup, c'est du confinement à l'extrême. Hein. Oui. C'est sûrement aussi pour ça qu'ils sont dans le cas, parce que eux, quand on est positif, c'est sûr qu'on ne reste pas de bouger de chez nous. Oui. Non, mais c'est ce que je dis. Il faut anticiper sur le fait de pouvoir, du risque aussi dans les deux sens.
Amandine, elle a raison, du risque de l'amener, mais du risque aussi de le contracter là-bas et de rester là-bas. Oui, Et c'est vrai que du coup, nous aussi, on avait prévu de faire, de rassembler des gens pour faire des sessions d'information et tout ça. Et du coup, il faut aussi le réfléchir autrement, quoi, hein, ça, hein. Et du coup, il y avait un truc que la dernière fois qu'on a fait EED, là, avec EED, les projets, là, les orthophonistes, en fait, elles ont fait des vidéos et en fait, elles ont envoyé leurs vidéos. Et alors, du coup, elle voulait envoyer elle voulait envoyer des vidéos proches et des écrans pour envoyer leurs vidéos. Parce que bon, l'orthophonie, c'est un peu différent, quoi. C'est vraiment une sensibilisation, hein. Ils partent du niveau, un peu au niveau zéro, quoi. Mais bon, on peut aussi penser les choses autrement. Je pense qu'en tant que personnel de santé, il faut vraiment faire des trucs safe, sauf que comme on ne sait pas comment ça se transmet. Moi, quand je vois que dans toute une maison de retraite, ils arrivent à ce que tout le monde l'ait, je ne veux pas croire que les personnels soignants des maisons de retraite, ils ne savent pas faire des mesures barrières. C'est que apparemment, c'est pas toujours suffisant, les mesures barrières. Donc, voilà, attention à ne pas vous retrouver le pourvoyeur, celui qui l'a amené. Même si au final, ce n'était pas vous, et voilà. Mais bon, vous êtes venu par là, vous venez de France. Alors, effectivement, vaccinez-vous, faites vos 2 doses avant de partir. Là, peut-être, vous serez un peu plus sereine. Oui. C'est vrai que le Covid, c'est un vaste sujet. Je vous propose qu'on passe à la question de Pauline, du coup, qui a mis une petite étoile dans la discussion. Alors moi, c'était plutôt une question pour Amandine en termes de parcours. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous avez fait entre, du coup, les missions sur le soutien aux personnes en addicto, comment vous êtes arrivé à PHI et surtout quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer au moment de votre insertion et comment vous avez pu les solutionner? Moi, en fait, je triche complètement. C'est que moi, je n'ai jamais été payée de l'humanitaire. Moi, je suis sortie pharmacienne d'officine. J'ai fait, je suis rentrée en septembre et en mars, j'ai pris 8 semaines de sans solde pour partir en Mongolie pour accompagner une étudiante avec qui on partait. Quand je suis revenue de Mongolie, j'ai dit je veux aider en France. Et en fait, je travaille 27 heures en officine. Et donc, voilà. Après, j'ai eu des enfants, enfin, j'ai une famille et tout, hein. J'ai commencé à m'engager dans la réduction des risques. Mon premier Technival, j'ai découvert que j'étais enceinte 3 jours avant. J'ai quand même fait mon Technival. Et voilà, et j'ai 2 enfants qui ont 14 ans. Et depuis ma première grossesse, je me suis investie, mais je n'ai jamais vécu de ça. Donc là, je forme les assos, etc. Donc, par contre, si tu veux rencontrer des gens qui ont vécu de ça, c'est pour ça que, si tu veux, je fais les forums des métiers, mais cette année, je trouvais quand même bien plus légitime de faire venir des gens qui ont vécu de ça. Et voilà, notamment, je veux discuter avec Arnaud Camilli qui bosse chez MSF, chez Médecins Sans Frontières. Lui, il a pas mal bougé. Il a fini par avoir Arnaud Camilli. Je t'enverrai ses coordonnées si tu veux. Ouais, je veux bien. Et lui, il avait décidé de revenir en France, là, et donc il faisait des remplats en officine. Et d'un coup, il a recraqué, il a vu qu'il y avait une annonce chez MSF, il y est retourné. Il a dit, mais par contre, moi, je ne bouge pas. Et il bosse depuis Toulouse sur différentes missions, mais parce qu'il a été coordo localement pendant un moment. Donc souvent, les freins, effectivement, c'est comment je pourrais fonder une famille si je pars. Donc ça, c'est vrai que dans l'idéal, il faut quand même partir avant de fonder une famille. Après, tu peux fonder une famille. Il y a aussi des gens, comment il s'appelle, un pharmacien qui était à la Croix-Rouge qui allait en mission avec sa famille, quoi. En général, tu es dans des camps, en fait, sur place, hein, donc tu peux aussi vivre en famille. Et en général, c'est vrai que c'est une expérience qu'il faut se faire de 20 à 25 ans ou à 27. Et puis après à la retraite, il y a les deux extrêmes. ou sinon à la retraite, effectivement. Mais après, justement, ce que disait Arnaud, c'est que comme lui, il a fait au début de sa carrière, il peut se permettre maintenant à être sur Toulouse, à avoir des enfants, enfin un enfant en l'occurrence, et pouvoir gérer, parce qu'il sait du coup ce que c'est le travail local, et du coup, il peut gérer ça en télétravail depuis chez lui, parce qu'il a eu cette expérience-là. Voilà, après, on avait Aude qui avait été en volontaire, en VSI, là, au Togo,
quand elle est rentrée en France, elle ne s'est pas trop vue être assistante en France, machin, et elle est partie du coup à Mayotte. Donc, elle était pharmacienne d'officine à Mayotte. Du coup, ils faisaient un truc avec les ARS, etc. Et maintenant, quand elle est rentrée en France, elle fait un master d'épidémiologie. Ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, je reviens encore à tous les petits cailloux que tu mets au fur et à mesure de ce que tu sais faire. Et moi, j'ai toujours dit, si j'avais voulu partir monter une mission réduction des risques au bout du monde, avec Médecins du Monde, ils m'auraient pris parce que j'avais acquis une expérience ici en France. Ça pouvait être, comme tu dis, Claudine, dans l'autre sens. C'est-à-dire que je me suis fait une sacrée expérience en France et que si j'avais voulu la mener à l'extérieur, j'aurais pu aussi. Mais moi, je préfère aider en France. Pour le coup, moi, je cherche plutôt des postes sièges, mais j'ai l'impression que de ne pas avoir d'expérience terrain, c'est un gros frein. Parce que j'ai le réseau et plein de petits cailloux dans mon sac, mais ça ne suffit pas toujours. Et bien, à partir de demain, tu te fais une expérience d'aller servir des repas au Resto du Cœur, et l'expérience en France, elle est tout à fait valable. Hein. Comme regarde ce Calais, ce qu'elle disait Claudine sur Calais. Elle n'a jamais vu pire qu'elle a vu à Calais. C'est clair. Et pourtant, elle est allée partout dans le monde. Le pire qu'elle ait vu, c'est à Calais. C'est sûr. Mais par contre, il faut aller aux journées de formation d'MSF ou de MDM, il faut les rencontrer et puis discuter. Parce qu'ils savent un peu ce qu'ils attendent. Parce qu'effectivement, ce sont des grosses ONG qui se sont professionnalisées, ça c'est clair. Donc maintenant, c'est intéressant de voir, mais comme le disait Amandine, c'est la motivation, la curiosité des gens qu'on évalue, c'est pas exactement. Qu'est-ce que tu penses que sont tes freins? C'est quoi pour toi les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu dis que tu n'as pas d'expérience et que Moi, je pourtant pense tu as la que formation qu'il faut? j'ai l'expérience parce que du coup, j'ai fait partie de l'association PLH dont Colline est actuellement présidente. Donc, j'ai passé 2 étés consécutives, un mois au Burkina Faso pour des campagnes de dépistage et sensibilisation au diabète de type 2 menées avec les étudiants là-bas. Et sinon, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle What is That, qui rédige un guide multilingue et traduit et mis à jour chaque mois à destination des personnes en situation d'exil, donc regroupant toutes les informations qui peuvent servir pour les migrants. Et du coup, on fait aussi des maraudes dans ce cadre. Donc, en fait, pour moi, l'expérience terrain, j'en ai une, mais c'est vrai pour le coup, j'ai la chance, du fait de ma position à AED, d'avoir souvent des personnes pour appuyer mes candidatures et un réseau assez large. Donc, j'ai souvent des réponses à mes candidatures qui sont souvent négatives. Et c'est vrai qu'on me reproche soit un manque d'expérience de l'urgence, soit un manque d'expérience du terrain, même quand je postule sur des postes sièges. Donc, j'imagine, c'est vrai qu'en ce moment, c'est Qu'est-ce pas que tu évident. appelles poste-siège? Ouais, moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont effectivement ton expérience. Donc, est-ce que tu fais des candidatures spontanées ou tu Non, candidates je sur réponds à des des… offres, mais c'est vrai qu'il y en a assez peu pour des postes pharmaciens en ce moment. C'est étonnant, il ne faut pas te décourager. Il faut pas te Non, mais je décourager. Tu sais, continue. c'est une histoire de concordance des étoiles, quoi. Hein. Je pense Ouais, que, comme tu dis, je pense que tu as assez de cailloux dans ton sac à dos et un jour, il y aura un poste qui s'ouvrira pour ton profil et ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais voilà, déjà, va faire de la pharmacie en Guyane ou à Mayotte. Là, on a Leslie qui est en Guyane aussi. En Guyane, tu as un gros médecin du monde, tu as un gros Croix-Rouge. Et commence par ça. Ne serait-ce qu'aller, voilà, pharmacienne de comptoir. Et puis, en étant pharmacienne de comptoir, tu fais du bénévolat chez Médecins du Monde et puis tu finis par avoir le poste qui se libère. Mais ta déception, je ne la comprends pas parce que je ne comprends pas effectivement pourquoi on ne t'a pas pris si c'était des postes qui étaient recherchés. Parce que voilà, le profil, tu l'as, il faut pas… C'était pas des postes pour toi. C'était pas la concordance des étoiles, c'était pas le moment. Bon endroit au bon moment. C'est ça, c'était pas le moment, c'était pas. Mais continue de mettre des petits cailloux dans ton sac à dos et tu vas te créer un profil. Tu l'as déjà. Je vois pas comment tu peux pas avancer plus. Merci. Est-ce que peut-être quelqu'un a une dernière question? Et si c'est le cas, ce sera probablement la dernière de la soirée. N'hésitez pas.
Et ben, s'il n'y a pas de questions, peut-être je peux demander à Amandine et Claudine chacune de dire peut-être un mot, voilà, peut-être un conseil pour l'insertion professionnelle des personnes ici présentes qui voudraient travailler dans leur métier de la santé respectif, mais soit sur le terrain, soit en France, mais en tout cas en lien avec la solidarité internationale, si vous aviez un conseil à donner. Peut-être Claudine, ton conseil. Je cherche un conseil. Ça peut être un conseil. Je veux dire foncer, tout bêtement. Non, mais je pense ne pas se créer de freins comme ça, effectivement. Je pense qu'il faut y aller, de saisir toutes les opportunités et puis de se dire qu'effectivement, là, je rebondis sur ce que disait Amandine Apolline, à un moment donné, ça va se faire. Après, effectivement, moi, j'ai toujours aussi, comme Amandine, fonctionné comme bénévole, donc effectivement, j'en ai pas vécu. Mais il y a des opportunités, j'espère. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est surtout que c'est une expérience de toute façon géniale. Et ça, il ne faut surtout pas hésiter à la faire. Et Amandine, un conseil? Ben moi, si je vois effectivement que ça peut arriver d'être dans une impasse, même avec toutes les bonnes volontés et bonnes expériences du monde, n'hésitez pas à faire des masters. La France, c'est un pays de diplômes et on a besoin d'avoir que les gens ils aient des diplômes. Et voilà, les masters en santé publique, les masters en épidémie, les masters en management, les masters en... Il y avait quelqu'un parmi vous qui faisait aussi de la logistique. Le pharmacien, c'est en logistique. Hein. Alors après, je parle pour les pharmaciens parce que je réponds aussi un peu. Mais n'hésitez pas à faire des diplômes comme ça en parallèle parce que... et puis eux aussi, pareil, ils vont pouvoir vous mettre dans un circuit. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent des gens qui embauchent dans ce domaine-là. Vous allez aussi, par exemple, faire une thèse ou un mémoire sur un certain sujet qui fera de vous le spécialiste de ce sujet. Et même libre à vous d'aller le développer où vous voulez, la santé sexuelle des femmes. Et puis, demain, vous dites, bon, mais je vais aller gérer ça en Algérie. Alors, bon, il va falloir le proposer à des assos, il va falloir monter un dossier un peu béton, mais ça se fait. Et je pense que en passant par un master, tu peux faire un sujet de mémoire qui, du coup, te donne une vraie identité validée, on va dire. Autre que la hippie qui allait servir des soupes, comme je disais, au Resto du Cœur. Donc, peut-être rajouter quelques masters quand même, ça peut vous mettre le pied à l'étrier. Mais moi, très clairement, je me dis toujours que si j'avais quelque chose à refaire, je ferais un master d'anthropologie. Parce que je trouve que, effectivement, je pense que je suis encore à la recherche des codes pour comprendre effectivement comment mieux comprendre la demande des gens. Pourquoi effectivement, pour comprendre comment effectivement eux voient les choses et pas comment nous on les voit. Eh ben, merci beaucoup sur ces beaux conseils. On va pouvoir conclure cette soirée. Merci beaucoup Claudine et Amandine d'être venues témoigner pour nous ce soir. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Je n'ai ni un parcours de sage-femme ni de pharmacienne. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. J'espère que vous avez toutes et tous autant apprécié cette soirée, que ça a pu vous aider. Si Amandine et Claudine, vous êtes d'accord, j'enverrai votre mail aux participants-participantes pour qu'ils puissent vous recontacter par la suite. Voilà, pas de souci. Avec grand plaisir. Les discussions. Et puis, voilà, je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Un grand merci à tous. Hein. Au revoir, merci. Et bon vent à tout le monde. Profitez.